bonjour tout le monde. I will be also speaking in English, mainly because we're here as well with Istvan. But please ask me questions in French as well, no problem at all. I'll be very happy to answer in English or in French. My name is Hani Sherry. I'm one of the co-founders of T-Hive, a startup in Grenoble, and I'm the president. So T-Hive, we build what we call the next generation of vision. So it's a technology that allows us to see through materials using a technology called terahertz and artificial intelligence. I have a background coming from semiconductors, so I was working at ST Microelectronics, I was working in telecom, so maybe 15 years of experience in these different industries. And today working with Istvan and many different companies on the industrial side. So mainly our technology is used to help these industries optimize the usage of raw materials, but also make sure that their quality is premium, is the best. It's going to be a very interesting discussion as well with you and with my colleagues here as well. And I hand over Philippe. Merci. Olivier? Hello everybody, my name is Oliver, mais je vais parler en français, c'est peut-être plus simple. Désolé pour la continuité. Donc je me nomme Olivier Renvoisé, je travaille chez Engie. Trois périodes de vie qui, à mon avis, pourront être effectivement contributeurs de la discussion d'aujourd'hui. Première période où j'ai participé à la construction d'usines en tant qu'ingénieur en instrumentation et en contrôle commande. Une deuxième partie de vie qui était plutôt liée en tant que CIO, donc en responsabilité d'IT. Et puis une troisième partie en tant que directeur de programme de programme de digital, et donc qui est quelque part l'aboutissement des deux autres périodes de vie. Donc voilà, je serais très heureux de pouvoir vous partager mon expérience par rapport à ce que j'ai pu voir et puis surtout discuter avec ces personnes qui sont autour de moi. Antonin? Bonjour à tous, Antonin Braun, moi je suis ingénieur informatique de formation et data scientist depuis plus de 10 ans. Je suis le directeur technique d'Aquila Data Enabler, une entreprise de R&D autour de l'exploitation des données. Donc on va faire de la data science, du machine learning autour des données pour être capable d'en extraire de la valeur. Et je serais ravi de répondre à toutes vos questions sur comment exploiter toutes ces nouvelles méthodes dans le monde réel avec des retours d'expérience sur nos cas d'application dans l'industrie. Ok, alors je vous propose de commencer par un exemple industriel donc avec Istvan et en même temps avec Annie qui va aussi, parce qu'ils ont travaillé ensemble et ils travaillent toujours ensemble, notamment avec l'usage de capteurs terahertz. Donc Istvan, je te laisse la parole pour déjà présenter un cas d'usage au niveau industriel. So maybe what I forgot to mention is what is the industry. So this consumer goods or hygiene industries. If I go to the biggest products, we are talking about incontinence diapers. And then the smallest products is, for instance, a tampon. So this is not normally a very exciting product for engineers. But the technology with which we produce is these are highly automated, high-speed, high-tech lines. So the question was a use case. I mean, yeah. So a machine like this has about. So it's about 70 to 100 meters long. It is using about 25, 30 different kind of raw materials. And then you combine it into the product, you pack it, you put it in a box and you ship it to the warehouse. The machine has about between 5,000 to 10,000 parameters, which you need to keep under control. And from the beginning, the so-called data acquisition, so that to read out the parameters from the machine, it was there. But the question is, and the challenge is, okay, you have all this data, but then how do you use the data for decision making? And I think the opportunities are unlimited, but for instance, the ultimate goal for us would be to have a self-steering machine
So means you read the data from the machine, you analyze the trends, and then artificial intelligence makes a decision how to intervene in the process to keep it running, or for instance, you can trigger maintenance decisions, things like that. Specific case, so On peut intervenir. Ouais. Yeah, maybe I can add something here. Yeah. So Istvan, the really interesting thing about your industry that we have noticed is that we come from a deep tech background, and then we face reality. So then we meet you guys. And your reality is the reality of maybe everybody in this room. If there's one thing that's common to everybody here, apart from language and so on, is that we all had baby diapers when we were young. And for baby diapers to be produced, you've got these 2,000, 3,000 parameters, but you guys told us that you had so many ambitions on digitalization, and at some point you realized that it was not so practical. I mean, you want to automate, but it was very, very challenging for you. Okay. Yeah, I mean, the thing is, if you want to go to the direction of self-steering machines, then you have to capture the data. You have to also have some historical data to base decisions on. So the problem is not that the data is not available. The problem is not that the data cannot be retrieved from the machine. The problem is not that the data cannot be analyzed. But then when you feed back, and now I have a specific example, when you feed back to the people on the line who are operating the line, will the people listen, will the people understand, and will the people work with it? As an example, we have a packaging machine, which is a German machine, Optima, maybe some of you know. It's Mercedes of the packaging machines. And they actually offered us a system which is collecting data from the machine via sensors and parameters and giving maintenance instructions to the team. And so it sends the data to their cloud. It is analyzing the data and sends back information to the production team, who is 24/7 on the line. So we implemented this system on the line. I think 2 years ago, or actually on 2 lines, and the system through the different parameters send a maintenance instruction to the team. Says this servo motor is overheating. You need to stop and change it. And the typical behavior of the people. Okay, but now the line is running, so we don't want to stop. 4 hours later, there was a breakdown, and 4 hours later, the servo motor really died, and they had to change it. Now, if you are, and this is kind of the mindset what we need to change in the people. If you have a system which already predicts you what will happen, and you react on it in time, you can prepare the parts, you can prepare the tools, you can prepare also if you need any additional extra people, and then you can proactively go in. If you don't do that and you ignore the signals, then the line breaks unexpected. You are not prepared. The people are not there. It takes quite a lot of time. I think for us, in terms of the implementation of all of these things, what is the goal? The goal is always to reduce losses, to minimize downtime. And in this specific case, we have a fully high-tech machine which is reading a lot of parameters. It's also analyzing it, sending you instructions, but the people then don't follow. Un complément, Annie? Yeah, so maybe I can rebound on that. So by giving a little bit of background of what we do and how we actually face such challenges as well with this industry. So we have developed what we call a deep tech, IoT, AI, terahertz technology. So we added all the list of buzzwords, semiconductor as well. So a very tiny technology, like highly miniaturized, that can see at very high speeds inside of products, that can detect if there's defects,
if there are anomalies. It can also measure the quantity of material. And then we said, wow, this is a gold mine. At the very beginning, we were imagining that, the gold mine is the entire world, all the markets, every single thing will be using T-Hive's technology. But very quickly, we realized that you need to verticalize. When you verticalize, you choose a market, that's when you start learning. And then T-Hive, which is terahertz, AI, deep tech, etc., became experts in baby diapers. So you go at T-Hive right now, so a lot of T-Hivers here. You see baby diapers, femcare products on the tables, and we analyze them, we see what's going on. And that was a big eye-opener for us. However, there was still a missing part. And the missing part is actually going on the shop floor, actually going on the factory floor and talking to the people over there. And that's where we learned something really important for us. And collaborating with Istvan, it was actually the way actually that opened up our eyes. We realized that you have not only the objective of helping them reduce costs, increase uptime, but you also need to help them. Actually, you need to adapt to how the users over there are working. And that is the tough part, because a user cannot change their habits. You need to actually adapt to their habits. And we've been having this conversation a couple of days ago with Istvan, and it's maybe a message, it could be a takeaway for all of us, is why don't we see IoT technology that looks like an iPhone? You were mentioning this to me, like super easy, super simple. The iPhone is a deep tech technology, but it's made for the common person. And it doesn't mean it needs to be an iPhone, but it needs to understand how the user operates. And therefore, I want to give you just an example of how a user maybe is there at the shop floor. Imagine you're going into a very noisy room, everybody's talking, everybody's screaming, there's lots of tough time, video conference, the internet is cutting, and then someone comes to you with a report, a big data report with analysis, and say, I read this. You're going to say, no, I don't want to read it. And this is exactly what the kind of challenges we are looking at. So what you need to do is you need to find a way as well, and that's what we're trying to do today, find a way to actually reduce the noise, so faites parler vos machines, reduce the noise as well around the users, actually removing steps that are not necessarily difficult for them to give away, because the example that you just gave us is a habit, and yeah, I need to trust something, and I don't know, this is data, I cannot trust it. So we need to find other examples, and that's where we were actually looking. We found out that users are not only the operators, you need to find applications for the operators, but you also need to find applications for the managers and applications for the senior management. And therefore, then this way you cover the entire supply chain, and then the data needs to speak their language. So we actually are speaking, we're learning effectively today to speak the language of the user, of the operator, of the manager, etc. Ouais, ok, merci Annie. Donc, comme vous l'avez compris, hein, on a un utilisateur, on a un fournisseur de solutions, je vais l'appeler comme ça, Annie, et il va falloir adapter le capteur, hein, qui est un capteur terahertz, vous l'avez bien compris, qui est un système de vision en profondeur. Finalement, ce que proposait T-Hive, qui est un capteur qui croyait standard, non, mais il va falloir qu'il s'adapte aux besoins réels du client. L'autre partie, c'est comment, effectivement, ça a été souligné, on va mettre ça dans un process. Donc là, je vais laisser tout de suite après la parole à Olivier, hein, pour qu'il donne ça, sa vision des choses dans les process. Quel est le retour sur investissement aussi? Et puis après, on l'a bien compris, il y a une donnée, il va falloir l'analyser. Voilà. Et puis, il y a la partie métier aussi qu'il va falloir mettre quelque part dans tout ça. Donc, Olivier, est-ce que tu peux rebondir sur ces cas d'usage pour... Bien sûr, je suis venu pour ça. Excellence opérationnelle et digitale. Ça paraît très tentant, ça paraît même très simple. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Si on revient un peu à la définition de digital, enfin, ma définition, il y en a beaucoup sur Internet, je dirais que c'est trois choses. Il y a la data, l'algorithme et l'humain. Data, on a plein de données. On a des données, en fait, depuis très longtemps dans les automates, dans les DCS.
Grâce maintenant au digital, on arrive à la récupérer facilement, à la stocker. Le cloud ayant maintenant avec des prix très, très bas, on peut stocker toutes les données qu'on veut. On peut, grâce à l'IoT, aller chercher des signaux qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Avec le edge computing, même computer en local, c'est super. Le problème, c'est qu'on a trop de données. Et la donnée qu'on récupère, généralement, elle n'est pas de bonne qualité, ou du moins, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Et donc, l'efficacité opérationnelle, oui, mais attention à la partie données. Il faut vraiment mettre une gouvernance très importante, parce que sinon, vous avez une donnée qui n'est pas intègre, qui n'est pas bonne, et vous ne pouvez rien en faire. Et donc, le digital sans la donnée, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'algorithmie, maintenant. L'algorithmie, ça paraît pareil, assez facile sur le papier. Vous prenez des données qui sont historisées, vous cherchez des chemins à l'intérieur, des choses qui sont passées dans le passé, et vous regardez, vous comparez avec des données temps réel, et grâce à ça, vous pouvez trouver plein de choses. Dans le milieu de la production où je gravite, production électrique, deux choses. Soit vous produisez plus, donc typiquement vous allez trouver une meilleure configuration, que ce soit d'éolienne ou thermique, et vous allez aussi chercher à avoir des appareils plus disponibles, la fameuse maintenance prédictive. N'empêche que les opérateurs sur les sites de production, je pense que ça doit être pareil que chez vous, ils sont des gens qui sont professionnels, donc déjà, vos sites produisent bien et d'une façon de qualité. Et donc, ce qui veut dire que quand on va aller chercher quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, il va falloir aller chercher donc, des signaux faibles ou des combinaisons de données en fait, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas faites. Or, ce n'est pas une nouveauté, mais il n'y a rien qui apparaît en disant c'est là la donnée, c'est là, c'est ce qu'il faut faire. C'est compliqué à aller chercher et c'est compliqué aussi à aller récupérer 1% de production en plus. Ça paraît très compliqué à faire. Généralement, ce qu'on obtient, c'est une petite incrément. Et c'est compliqué après d'aller justifier par rapport au management en disant c'est grâce au digital. Oui, mais il y a eu d'autres actions qui ont été faites. Et donc prouver que le digital a amené une efficacité opérationnelle, ce n'est pas évident parce qu'il faut arriver à le quantifier pour arriver à le montrer que ça donne. La dernière chose, le troisième volet dans ce que je vous expliquais, c'est la partie humaine. Oui, c'est vrai que le digital, potentiellement, peut réduire le stress des opérateurs. Il va prendre des meilleures décisions ou va pouvoir travailler plus vite grâce à du reporting, par exemple. Je n'ai jamais vu d'opérateur me dire, grâce au digital, j'ai gagné, pendant 50% de mon temps, je ne faisais rien, grâce au digital, maintenant, je vais plus vite. Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est aussi compliqué, en fait, à pouvoir prouver cette efficacité opérationnelle grâce au digital. En plus, au niveau humain, c'est ce qu'on expliquait juste avant, on tape dans les habitudes, et donc c'est assez compliqué, la conduite de changement. Et puis, on voit apparaître d'autres profils qu'on n'a pas beaucoup en industrie. C'est des gens qui sont capables de comprendre les deux mondes. Des gens qui sont capables d'opérer des machines et de l'industrie, oui, il y en a. Des gens qui sont capables, et on aura juste après, des gens analystes, oui. Mais les gens qui sont capables de comprendre les données en rapport avec l'industrie, ce n'est pas simple non plus à trouver. Et donc, cette mixité-là est compliquée. Et puis, le dernier sujet, à mon avis, sur l'humain et le digital, ça, c'est un clin d'œil, mais c'est le shadow IT. Le digital, en fait, permet maintenant beaucoup de paramétrage, et donc on a moins potentiellement besoin de gens qui sont férus et qui programment, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de choses par eux-mêmes, c'est super, sauf qu'on se retrouve avec une pléiade d'applications derrière, et c'est compliqué après d'emmener les gens en fait, vers quelque chose de commun. Alors, je vous rassure, tout n'est pas noir. Si vous me demandez en fait si je crois au digital, oui, je crois au digital, la question ne se pose pas. Je travaille au sein d'une entité qui s'appelle Engie Digital, qui est la software compagnie d'Engie. On a commencé en 2016. On a maintenant une dizaine de plateformes, certaines dédiées à la partie de production électrique, thermique, renouvelable, je reviendrai dessus après, qui s'appelle Darwin. D'autres sur la partie Smart City, sur la partie service. Et sur Darwin, justement, on a maintenant connecté 23 pays à travers le monde et on a 18 gigas de connectés, donc beaucoup d'éoliennes, beaucoup de panneaux photovoltaïques offshore et onshore. Et puis, sur cette partie d'efficacité opérationnelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, on a des succès, clairement. On a ce qu'on appelle du health monitoring, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire des comportements anormaux qui vont arriver, ou du moins des comportements anormaux, désolé pour la faute de français. Et donc, on prévoit, parce qu'on a des températures d'huile qui sont anormales, qu'on compare par rapport au passé, on suppose qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et puis, on a aussi, par exemple, plutôt sur la partie production en elle-même,
On travaille fortement sur ce qu'on appelle le wake effect, c'est-à-dire l'influence d'une éolienne sur une autre, et de permettre de réduire une production d'une éolienne pour que la globalité des éoliennes produise mieux. Donc oui, il y a des choses qui arrivent au digital. Après, le REX que je fais après ces quelques années passées dans le digital, c'est que les gains qu'on gagne, et c'est ce qu'on nous demande nos managements, sont faibles. Et donc le ROI qui est attendu, comme tout logiciel, aux environs de 6 à 8 ans, eh bien, il est difficilement atteignable, tout simplement parce que le gain est faible, et donc il faut augmenter le nombre de connexions possibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que Darwin, actuellement, est plutôt en train d'essayer d'étendre son scope en essayant de se connecter avec des clients externes, pour avoir un plus grand nombre en fait, d'usines connectées. Et puis, l'autre règle qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de grand soir. C'est-à-dire que si vous pensez qu'on va trouver une application comme ça et qui va résoudre tous les problèmes de vos usines, c'est juste impossible. Il faut commencer doucement, faire des essais, se tromper, recommencer, et peu à peu, on peut gagner par rapport à ça. Et puis le dernier volet qui est important aussi de REX au niveau du digital, c'est que, oui, le digital, c'est des outils informatiques, c'est des outils modernes, du web, ce genre de choses, mais ça n'empêche que les fondamentaux restent. La gouvernance est importante. La gouvernance des produits, par exemple. Si vous développez une application digitale, si vous n'embarquez pas vos users dedans, c'est ce qui était rappelé juste avant, eh bien, votre application, elle ne servira pas. Vous pouvez avoir une superbe application s'il n'est pas utilisé, elle ne servira pas. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance forte pour que le produit reste toujours adapté aux besoins. Et puis une gouvernance de la donnée. Pour finir un petit peu avec cette partie-là, le digital est inéluctable. Nos usines, par rapport à mon expérience, en fait, basculent dans le digital, que ce soit au niveau de la GMAO, de la gestion, de la production, du suivi, du reporting. Et juste un exemple pour vous donner, et qui explique un peu aussi ma présence aujourd'hui à ce salon. En 2010, quand on a commencé le Darwin, l'application, on était sur une application qui était basée sur des serveurs physiques et avec des SCADA, donc des systèmes qui permettaient de prendre la donnée dans les automates et qui les reportaient. 2016, grosso modo, on bascule dans le cloud. Toutes les données peuvent acquérir. Super. La dernière évolution, et qui est plus importante à mon avis, c'est que actuellement, on connecte les machines avec des SCADA, des systèmes qui sont dédiés à l'OT, Operation Technology. Or, on est en train de basculer dans un autre monde où, grâce aux GAFA, et Microsoft en particulier, on est en train de pouvoir connecter nos machines non plus avec des logiciels de SCADA, mais directement avec de l'IoT. Et donc Nicolas, qui est là aujourd'hui avec nous, juste devant, au stand de Microsoft, avec la société Codit, vous expliquera mieux que moi ce qu'on est en train de finaliser avec eux. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de récupérer l'information directement des automates, non plus par des systèmes purement d'OT, donc de SCADA, mais directement avec du edge computing ou avec de l'IoT. Et je pense que dans l'avenir, tout ne sera pas faisable, évidemment, même si on peut contrôler à distance, donc on descend l'information dans les machines. Je pense que les grandes plateformes vont être de plus en plus présentes, prégnantes dans nos métiers, et qu'on va pouvoir comme ça encore plus avoir de données, et donc à gérer encore plus en fait, de la donnée au niveau analytique. Merci. Alors Antonin, maintenant tu vas nous parler plutôt data et information et le tri de tout ça. Oui, tout à fait, merci. Ce qui est très bien, c'est que moi, j'arrive en bout de chaîne dans mon travail, et c'est ce que dans cette conférence aussi. Et c'est très intéressant, parce que ce qui a été mentionné autour de l'IA, c'est effectivement la confiance qu'on peut avoir dans les résultats et dans ce que ça sort, le gain en productivité qu'on peut avoir, et effectivement cette conduite du changement qu'on est obligé d'opérer. Ce que je vais vous illustrer avec des cas, je pense sur ces 3 cas, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait autour de ces cas pour faire gagner et utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle ou de machine learning dans des cas réels opérationnels. Alors déjà, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on parle de machines qui émettent des signaux, ça peut être des séries temporelles, ça peut être des images, nous on va même exploiter du texte dans certains cas. Tous ces algorithmes, ils ne sont pas réellement intelligents, par contre, ils sont bons à faire une tâche précise. Et cadrer cette tâche précise, c'est très très important et c'est l'essentiel de nos projets. Nous, on va discuter avec des clients vraiment de tous les milieux. Ça va du data lab d'un grand groupe qui va exploiter de la donnée, vient chercher de l'expertise chez nous, jusqu'à un métier qui a une idée autour de ce qu'il pourra exploiter comme données ou entendu parler de la maintenance prédictive et veut savoir ce qu'il peut faire avec. Dans tous ces cas, nous, ce qu'on commence à faire et à essayer de comprendre, c'est effectivement regarder la qualité de ces données, mais pas que.
regardez aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire gagner et qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. Je vous donne un exemple concret. On a travaillé avec des clients sur de l'inspection visuelle pour trouver des défauts sur une machine. C'est dans des milieux très contrôlés et le client avait commencé à travailler sur un algorithme et avait essayé d'améliorer les performances de sa détection, avait atteint du 95% de détection de défauts et continuait à travailler, mais se disait qu'il n'arrivait pas à l'exploiter parce qu'aujourd'hui, même s'il était à 95%, le fait qu'il y ait 5% d'erreur, ou même à 99%, s'il était arrivé à 99%, le fait qu'il y ait 1% d'erreur, ça oblige quelqu'un à vérifier toutes les images et toutes les décisions de la machine. Il ne peut pas l'automatiser. Nous, ce qu'on a fait et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qu'on pouvait lui faire gagner, c'est non pas trouver les défauts, mais trouver tous les endroits et toutes les images où on était sûr qu'il n'y en avait pas, où c'était vraiment normal, qui est un algorithme très différent. Et ça, c'est hyper important, parce que ça, même si on arrive à en détecter et en éliminer que 40%, c'est 40% de temps gagné à contrôler. Et donc, ce que je veux illustrer par là, c'est que c'est hyper important, non pas de se placer, et c'est ce que disaient mes collègues auparavant, c'est non pas se placer du point de vue du data scientist qui a envie absolument d'améliorer sa performance d'algorithme, mais se placer du côté de l'utilisateur pour rendre exploitable cette machine. Un deuxième exemple autour de la confiance, alors je vais faire une petite anecdote sur un projet. On a un client qui, par exemple, n'avait tellement pas confiance que ce qu'il nous a dit, c'est j'ai une sous-station électrique, j'ai 10 000 capteurs dessus, tenez, voilà les données, trouvez-moi les anomalies. Et il nous a dit, je ne veux pas vous dire quelles sont les anomalies que j'ai trouvées, je ne veux pas vous donner le plan de l'installation, je vous donne juste tous ces capteurs, vous avez vaguement les noms et à quoi ils correspondent, vous savez si c'est une variable continue ou pas, je vous donne 1 an de données, trouvez des anomalies. On a fait tourner nos algos, on a trouvé des anomalies, et en fait, on ne s'est pas concentré sur les anomalies. Ce qu'on a fait, c'est se concentrer sur essayer de regrouper les capteurs et de regrouper les familles de capteurs qui avaient un lien et une corrélation pour en trouver des anomalies, non pas dans chaque capteur, mais dans les familles de capteurs. Et en fait, ce qui a été utile à notre client à la fin, c'était pas qu'on ait trouvé certaines anomalies, c'était qu'on soit capable de comprendre son installation par la donnée et d'avoir les bonnes questions à lui poser par la suite. Et donc là, on est rentré dans une deuxième phase où, cette fois, il nous fait confiance, il nous donne de l'information, et on va pouvoir travailler sur détecter ces anomalies, mais pas partout tout le temps, parce qu'une anomalie, ça ne veut rien dire quand on en parle comme ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre encore une fois son besoin et la donnée qui va pouvoir l'exploiter. Et le dernier exemple que je voulais donner sur comment utiliser les modèles machine learning aujourd'hui, beaucoup de gens ont cette idée que le modèle machine learning, c'est une boîte noire dans laquelle, effectivement, on met des données historiques pour le faire apprendre, et après, on lui met des données, on touille un peu, et ça nous donne un score, une solution. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, chez Aquila, mais dans la littérature aussi, sur l'explicabilité, on peut appeler ça la causalité. Alors, ce n'est pas une vraie causalité, c'est de la corrélation la plupart du temps. Mais par contre, ce qui est hyper important pour les métiers, c'est qu'ils retrouvent leurs habitudes. C'est qu'on arrive à intégrer de l'information pertinente, importante, sur pourquoi la machine a pris telle ou telle décision. C'est-à-dire lui expliquer sur quelles données elle s'est appuyée pour prendre la décision. Quel est, on en parlait, le score de confiance qui est issu de la machine. Et pourquoi est-ce que la machine va lui dire qu'il va y avoir un servomoteur qui va lâcher. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui leur donne confiance et leur permet non pas d'exploiter ce 1% qu'on va gagner et qui est pas forcément important, qui est compliqué en termes de conduite du changement parce qu'on leur dit d'une certaine manière qu'ils font mal leur travail et qu'ils auraient pu avoir plus d'informations, mais leur dire, voilà, regarde ce paramètre-là, ce paramètre-là, ce paramètre-là parmi les 10 000, et même tu peux faire ta propre conclusion, mais moi je pense que, l'algorithme pense que ça va faire, il va y avoir un problème. Et ça leur permet d'exploiter de la donnée, d'avoir confiance, parce que c'est eux qui restent responsables la plupart du temps de la décision prise, et donc s'ils n'ont pas confiance dans le produit, c'est ça qui est très important. Donc nous on met en place à la fois de l'explicabilité en sortie de modèle, mais aussi on intègre de l'hybridation avec des modèles physiques, avec des modèles métiers, dans l'apprentissage même de la machine, pour rester dans des paramètres physiques qui ont du sens. Typiquement, si on apprend sur un historique, la machine elle va avoir du mal à sortir des zones
du set d'apprentissage. Si on la contraint grâce à des lois physiques, bah, techniquement, elle ne va pas donner de valeur aberrante, parce qu'on lui aura dit, cette loi physique s'applique tout le temps, donc même quand tu ne sais pas, tu dois rester cohérent avec cette loi physique. Et ça fait beaucoup aussi pour faire gagner la confiance des équipes d'ingénieurs dans les résultats, le fait que d'un seul coup, il n'y ait pas une valeur aberrante qui soit physiquement aberrante dans la décision de la machine. Donc vraiment, moi, ce que je veux que vous retiriez de toute cette expérience, cette discussion, c'est faites simple et cadrez bien quel est le gain que vous pouvez avoir avec les algorithmes de machine learning. Ça fait rêver, on peut faire des trucs très compliqués en labo. Dans le monde réel, il faut faire des trucs qui font gagner de la productivité, du ROI sur les projets. Et la machine learning n'est pas une vraie boîte noire. On peut utiliser des outils pour expliquer les décisions ou contraindre les décisions. Merci. Alors, je vais juste reprendre un petit peu ce que tu dis, parce que c'est important. En dehors du ROI direct sur le pourcentage, vous avez un ROI qui est à prendre en compte, et tu l'as bien illustré, Antonin. C'est le capital et l'API industriel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez mieux votre process, eh ben, votre entreprise, elle ne perd pas en valeur capitalistique. Si vous sous-traitez tout à une machine extérieure qui va vous dire, voilà, le process, c'est ça, votre valeur capitalistique de l'entreprise, elle en prend un coup. Donc la démarche que tu as expliquée, Antonin, est très importante. C'est d'abord pour la conduite du changement, et ensuite pour l'amélioration et l'intégration dans le système. On avait prévu plein de questions. Je vous propose peut-être qu'on passe s'il y a des questions là, directement, parce que vous avez parlé déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et puis comme ça, sinon Oui. Alors, la personne qui est pour les questions, elle arrive. Levez bien la main qu'elle vous voit. Voilà. Il y a toute une logistique, parce qu'il faut nettoyer les micros après, donc c'est... L'excellence opérationnelle, notamment sur la production, comment améliorer la qualité, comment améliorer la capacité de production. Mais du coup, comment on peut travailler sur le coût, qui du coup sont une manière aussi d'améliorer le ROI. Est-ce que ce travail de recherche, comment on l'intègre sur une vision coût aussi? Alors la maintenance prédictive donne des réponses, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'améliorer l'expérience professionnelle au travers du coût sur cette thématique? Alors, on peut, Olivier, ou... Voilà, après tu peux regarder sur les KPI, des choses comme ça, mais bon... Quoi qu'il en soit, on reviendra toujours à cette notion-là. L'excellence opérationnelle n'a de sens que si effectivement on gagne de l'argent, c'est-à-dire qu'on produit mieux, dans mon cas de production d'électricité, soit les machines sont plus disponibles, soit on produit mieux. Donc oui, il faut impérativement qu'in fine, qu'on puisse suivre ce gain-là. Donc le gain peut être... par des shifts, tout simplement. C'est-à-dire que si vos machines sont mieux surveillées, vous avez moins à envoyer des gens faire les tours. Et donc, vous pouvez relocaliser vos personnes en fait, sur d'autres shifts. Vous pouvez produire alors, soit l'électricité, dans mon cas, mais aussi des pièces en plus grand nombre, avec moins de défauts. Donc, le gain, en fait, est très rapidement comptable. La seule chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que généralement, ce gain est incrémentiel. Il n'y a pas un gros gain, sauf cas particulier, ce qui doit exister certainement, mais généralement, le gain est assez faible. Et donc, et il est surtout noyé dans d'autres choses. C'est-à-dire que je ne connais pas, à ma connaissance, d'expérience digitale, en fait, qui soit complètement focalisable en disant c'est ça qui a permis de gagner. Généralement, c'est toujours un faisceau de plein de choses. Donc, on voit le retour, l'EBITDA d'augmenter, par exemple, ou moins de personnel externe à embaucher. Donc, on voit ces gains-là. Mais ils sont souvent masqués, faisant partie de plein de choses différentes. Donc oui, il faut suivre, oui, il faut le monitorer par des KPI, c'est fondamental. Toute expérience digitale doit être suivie par des KPI, il faut trouver les bons KPI, et il faut, in fine, en fait, les transformer en gains financiers. Oui. Je ne sais pas si je réponds à la question. We have an approach at T-Hive. We divide gain in two categories: tangible and intangible. Because it's a very good question. What do you gain? How do you gain? How do you see? Because a gain is not a gain if you don't feel it. If you don't feel, oh yeah, I lost weight, I'm taller.
il faut que ça soit tangible. So we divide it really quickly at the very beginning for a use case. We say this is tangible, this is not tangible. Now sometimes intangible gains are much bigger than tangible gains, but they are not perceived. Donc tu peux pas percevoir le gain intangible. So what we do is that for the tangible gains, from the very beginning, we start with an Excel sheet, very simple. We call it the ROI calculator. It seems useless, but actually it works. We start changing it, and we started with, for example, on the business which we've been working on, it's been 2 years. Our ROI calculator has been changing every 2 weeks, every 3 weeks since 2 years. Because every time we discover something new, you add a new parameter. And what's important is that we do this with the customer. Yes, you need to find the person that has the entrepreneurship mindset. For us, it's Istvan, for example, in this industry. In other industries, we have people as well that are really entrepreneurs in their mindset. And then you say to them, do you think that you would perceive this gain if we work towards that? And then you need to identify it. So for example, right now we're talking about gains in terms of operational gains. How can you count operational gains? Really, like, is there someone counting the number of hours? Because if there's nobody counting the number of hours, it's intangible gain. So you put it on the other side. So this approach is really important. However, what is really crucial as a next step is that if you find the tangible gains and you have an ROI calculator, then your data, when you gather the data, make part of your UI, graphic user interface, make a part that actually tracks the estimated gain. And this by itself is already good way to communicate to someone, today we gained $1,000. Tomorrow we lost 200. At the end of the month we gained 5,000 euros. Of course it's going to be challenged, but if you do it iteratively, people will feel it and people will say, yes, I can go forward. And I would terminate with one thing. When you get that, that's where your customer is going to start talking about the intangible part. And that's even much better. Oui, Antonin, tu voulais intervenir? Oui, juste pour ajouter deux choses. Effectivement, il y a des gains qui se font à d'autres niveaux. Typiquement, il y a des industries où il y a des processus itératifs de correction de pièces et on peut gagner vraiment des rotations directes. Et ça, c'est évident. On peut limiter le nombre de tests dans certaines industries aussi et donc gagner vraiment du temps de façon tangible. Et c'est vraiment autour de ça que c'est important. Et je pense que l'honnêteté de l'exploitation de la data est essentielle. C'est-à-dire que savoir qu'en détectant une panne, on fait gagner de l'argent, c'est sûr. Par contre, il faut dire au client dès le départ qu'il y aura des cas où on va faire un faux positif. C'est-à-dire qu'on va lever une alerte qui n'en était pas une. Et ça va faire perdre du temps. Et donc, évaluer ce gain-là avec le client dès le départ et être très honnête là-dessus, c'est très important dans la confiance qu'on a dans un produit. Parce que typiquement, quand un client dit « je veux ne rater aucun défaut », je reprends cet exemple, ça veut dire qu'on va lever beaucoup de fausses alertes. Et est-ce que ça lui fait faire un gain? C'est pas sûr. Donc c'est vraiment sur ces choses-là qu'on peut gagner. Il y a la productivité, il y a la partie maintenance prédictive. On peut aller gagner ailleurs dans les process, améliorer l'aide à la conception, améliorer le testing et des phases qui ne sont pas forcément celles les plus évidentes en termes de ROI, la logistique et la disponibilité des pièces. Tout ça, c'est effectivement des gains aussi qu'on peut avoir, autre que la partie juste production directe. Oui. Juste une petite remarque aussi, on parle de gain direct, de gain de productivité, et si vous parlez de valeur, c'est aussi important que les gains. C'est-à-dire que si vous garantissez que votre contrôle qualité il est optimal, vous allez passer peut-être plus de temps sur la machine, mais le client est prêt à acheter plus cher. C'est ce qu'on trouve dans le luxe, c'est ce qu'on trouve maintenant dans l'agro, etc. Donc la notion de coût, elle est à la fois sur le process, mais elle est aussi sur la valeur que le client est prêt à payer. Istvan? Oui, pardon. Still to add to this return of investment. I think in these companies, they want to make profit is very brutal. So either it pays out or not. So either you reduce the number of operators on the line by implementing a digital technology or not. In case you do automation, it's relatively simple. You put there the robot, you remove the person, and then you have the saving. Of course, then you have to consider the other aspects, maintenance, etc.
But when you are doing this process optimization, and for instance, you put in a vision system for quality detection. At the beginning, and this is a real example from SCT I'm working with, at the beginning it looks fantastic because you reduce the number of quality checks, manual quality checks you do on the line, because the camera system is doing it for instead of the human. But as you said, it cannot be 100% reliable, because we are not cutting metal to the 1/10 of a millimeter, but we have flexible materials, we have humidity, we have tension, the whole process varies. So what we did is, when we implemented the vision system, which is checking everything, so all the parameters of the product, we want to be on the safe side. So we removed the person, the vision system is doing the detection. We also saw consumer complaints went down drastically, so fantastic. But because now we are on the safe side with rejecting detected, how to say, out of specification product, then we increase the cost. And we did a calculation, so with the vision system we should be able to run below 1% waste. And 1% for a mid-sized factory is about 1 million euro a year. And in reality, we are running now 2.5%. So we removed the person, we reduced the consumer complaints, but now we increase the waste. So I think it's also a process of iteration. So as you put new technologies on the line, you will not know all the implications. And as you learn, you have to iterate. And now we are working on actually removing this 1.5% waste, which means we have to then analyze all the data and see where we have the overlaps, what is necessary, what is unnecessary. And with this iteration, then finally, I think after 2 to 3 years of the implementation, we will reach the ROI what we were shooting for at the beginning. Merci. J'allais dire, on prend peut-être une question très très courte. Oui. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question concernant le fait de... Donc, on a vu les process, la capacité à aller chercher de l'efficacité, de l'excellence opérationnelle. Quel est le retour aux industriels qui conçoivent les machines? Quelle est la feedback loop pour ceux qui la conçoivent? Parce que si on veut encore aller chercher un cran plus loin, on peut essayer de limiter les temps d'arrêt, ce genre de choses. Mais comment améliorer pour que la machine soit encore... dans sa prochaine génération, encore plus efficace, ou comment les machines discutent entre elles? C'est un peu ça ma question courte. Qui répond? Olivier? Allez, Olivier. Alors, je vais évidemment faire un prisme sur la partie production. Les grands OEM qu'on a, donc Siemens, GE, font partie en fait des players de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'eux-mêmes fournissent en fait des services digitaux. Et donc c'est aussi un switch en fait qu'on a au niveau du marché, c'est-à-dire que les fabricants deviennent aussi maintenant vendeurs de services et donc cherchent aussi grâce aux données qu'ils ont, à fournir un service à valeur ajoutée et donc à faire payer bien sûr le consommateur que nous sommes dessus. Donc on a sur les turbines à vent ou les turbines à gaz, ce genre de choses. Et puis on revient sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on avait les données fournies par les fournisseurs, on ne saurait pas quoi en faire nécessairement, puisque, en tout cas dans mon cas, c'est des grosses machines, hein, et il faut une connaissance très fine qu'on n'a pas, qui sont chez les fournisseurs. Donc les fournisseurs de machines, en tout cas ceux que moi je côtoie, fournissent ce genre de services. Ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire que je n'ai pas connaissance d'applications phénoménales chez GE ou Siemens qui résolvent tous les problèmes. Ils l'ont bien sûr sur leur propre machine, mais plus compliqué sur le BOP, sur le balance of plant. Donc ils ont les mêmes critères que nous, et ils commencent à fournir du service par rapport à ça, clairement. On va être obligé d'arrêter là, parce qu'il y a des conférences qui viennent derrière. Je tiens à remercier tous les speakers là, pour leur... voilà, et je vous souhaite un bon salon.